Bonjour les parents d'élèves. Et oui, c'est encore moi qui vais encore vous raconter comment la politique de Jean-Michel Blanquer a fait du mal au système scolaire. Ouais! Sauf que, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais sortir un peu de ma zone de confort et vous parler non pas tellement de la cata au lycée général, enfin si, un peu quand même, mais plus de l'enseignement supérieur, du lycée pro, de l'inclusion des élèves handicapés et de l'école primaire. Parce que oui, monsieur le ministre ne cesse de prétendre que c'est là qu'il a mis le paquet. La priorité des priorités, c'est l'école primaire. Depuis 4 ans et demi, la priorité absolue à l'école primaire. Et bizarrement, malgré ça, mes collègues professeurs des écoles n'ont pas vraiment une bonne opinion de ses actions. Ils sont en effet 67% à désapprouver sa politique. Car il y a un loup, chers parents. Dans mes précédentes vidéos, j'étais passé un peu vite dessus. Or, c'est assez important. En plus, sans le vouloir, j'ai vexé des collègues. Pardon les collègues, je suis désolé. Déjà, il faut savoir que c'est un domaine où la France investit très largement moins que d'autres pays, et depuis longtemps. En gros, on a beaucoup plus d'élèves par classe qu'ailleurs, et nos professeurs des écoles sont affreusement sous-payés. Logiquement, ces deux chiffres expliquent que par élève au primaire, notre dépense soit l'une des plus faibles d'Europe. C'est honteux! Monsieur Blanquer ne cesse de se vanter partout de créer des postes afin de dédoubler les classes de CP et CE1 en zone prioritaire. Le but étant de ne pas dépasser 12 élèves par classe et favoriser ainsi les apprentissages. Mais qu'en est-il en réalité ? Eh bien premièrement, entre les annonces qui sont faites et ce qui se passe vraiment, il y a un gap. Par exemple, pour la rentrée 2020, on voit qu'on est passé de 1500 postes annoncés en grande pompe à seulement 900. Quant aux syndicats, ils n'en ont dénombré que 440. Alors que pour mettre en place juste certaines mesures annoncées, il en faudrait 1187. L'arnaque, c'est que ce ne sont pas tout à fait des postes créés, c'est plus tordu que ça. Prenez la rentrée 2022. On vous vend près de 2000 enseignants en plus. Waouh, incroyable! Malheureusement, il suffit de lire un peu l'article pour comprendre le subterfuge. Il n'y aura pas vraiment plus de profs, c'est juste que les stagiaires, qui étaient moitié en classe, moitié en formation, bah là on les balance direct à temps plein devant les élèves, sans qu'ils aient le temps d'apprendre le boulot. C'est complètement débile, on est d'accord. Alors, ça avait déjà été tenté vers 2010, et ça avait été une catastrophe évidemment. Les petits jeunes y débarquent sans aucune bille, démissionnaient ou tapaient des burn-out après 5 ans d'études. Génial. Et devinez qui était le génie à l'initiative de cette... Eh bien, c'était l'incroyable Jean-Michel Blanquer, déjà, puisqu'il était numéro 2 du ministère sous Sarko. D'ailleurs, il y a un autre truc qu'il avait fait à l'époque, c'était supprimer 60 000 postes de profs. Ça annonçait déjà la couleur. En plus, ça lui permet aussi d'économiser des sous, puisque ses stagiaires sont sous-payés et précarisés. De nombreuses autres petites carabistouilles dans ce style se cachent en fait derrière ce qu'on vous vend à la télé. Par exemple, il y a plein d'endroits, en fait il n'y avait pas de salle de disponible, donc les dédoublements se sont faits à l'arrache dans la même salle, avec du bruit, de la gêne. En fait, ces soucis matériels, ils ont notamment retardé d'1 an la mise en place en Seine-Saint-Denis, ce qui n'empêche pas M. Blanquer de se vanter. J'aime pas qu'on dise que la Seine-Saint-Denis est abandonnée, vous savez, on y met des moyens au contraire particuliers. C'est le département qui bénéficie le plus des divisions de classe par 2 en CP-CE1. Autre chose qu'on m'a beaucoup remonté, c'est que pour mettre des profs devant les classes dédoublées, on a en fait blindé les autres niveaux. De très nombreux témoignages attestent de classes de maternelle, de CE2, de CM1 ou de CM2 hyper chargées, et donc d'entrée en 6ème catastrophique, à tel point que certains progrès permis par les dédoublements disparaissent en fait rapidement. On oublie aussi de vous dire qu'à la base, sans la baisse des naissances il y a 10 ans, ça aurait été infaisable. C'est pas forcément mauvais de profiter d'une aubaine démographique, mais c'est un peu moyen de s'attribuer tout le mérite. Derrière ça, il y a d'autres mesures, par exemple pas plus de 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1 dans toute la France. C'est une mesure qui est presque complète maintenant. Aussi, il faut savoir qu'en Guyane et à Mayotte, ce sont des départements français, attention, la situation n'est pas bonne du tout. Ces dédoublements, ils sont compliqués à mettre en place alors que ces territoires en auraient bien besoin. Étonnamment, une étude du ministère stipule que non, il n'y a pas eu globalement de surcharge. Bon, j'ai pas le temps, ni les compétences en vérité, pour la fouiller abondamment, donc admettons que ce soit exact, et que ce qui m'est remonté après enquête ne soit que des cas isolés. Eh ben, il y aura toujours une chose qui elle est indéniable, c'est que ces dédoublements, ils ont été pris sur les postes de remplaçants. Vous savez, ces professeurs des écoles là, qui sont un peu d'astreinte et qui viennent remplacer un collègue en formation, ou un collègue absent, et ben là, ça a posé plein de problèmes. Pareil, lorsqu'un collègue est en congé paternité ou maternité, son remplaçant, il est envoyé ailleurs parce qu'il en manque. Alors autant vous dire qu'en temps de pandémie, ça a fait désordre. Devant vous, chers parents, le ministre s'est dit en capacité d'assurer les remplaçants comme il faut pendant les vagues. Globalement, grosso modo, nous réussissons à faire le remplacement. Pour l'instant, cela fonctionne. Autrement dit, nous n'avons pas d'énormes problèmes de remplacement, même s'il y en a. Nous débloquons tous les moyens pour essayer de faire face à cette éventualité, notamment en moyens de remplacement, en capacité de recrutement. Alors que non, pas du tout.
Alors déjà, on a tenté de faire revenir les retraités. Des jeunes professeurs retraités, donc un professeur qui a pris sa retraite depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans, qui reprend du service. Jusqu'à 3 ans ? Parfois même un peu plus, mais en tout cas des volontaires, bien entendu, qui sont d'accord pour le faire. C'est en général des personnes expérimentées. Qui vont se retrouver devant des classes. Oui, ça nous le faisons parfois, oui. Souvent vous avez des personnes... Ça pose pas de problème. Oui, faire revenir en classe les personnes âgées, donc les plus à risque, pendant que l'épidémie explosait à l'école. Ça n'a pas eu un grand succès, hein. Du coup, certains se sont même fendus de lettres assassines, et face à la débâcle, le ministre a pillé le dispositif des RASED, c'est-à-dire les enseignants spécialisés et les psychologues qui viennent normalement aider les élèves en difficulté dans le besoin. Déjà que ce super dispositif est mis à mal, ça c'était super, on avait vraiment besoin de ça. On a aussi voulu embaucher moult contractuels, des offres ont fleuri partout en ce sens. Et les recteurs de Paris et de Versailles ont même posté une annonce sur les réseaux qui recrutait tout le monde. Des gens sans diplôme, ou des mères de famille. Alors au passage, cette dernière, la rectrice de Versailles, est une amie de M. Macron, qui a hérité de la plus grosse académie de France, juste par copinage, les règles de nomination ayant été changées juste pour elle. Mais pareil, les contractuels, ça s'est pas pressé au portillon, car c'est moins payé qu'un enseignant normal, voire une journaliste de France Info s'est même faite passer pour une candidate et a été reçue direct. On lui a expliqué que c'était trop mal payé pour attirer. En plus, on les embauche 10 mois sur 12 pour pas les payer pendant l'été, on les vire comme des chaussettes à quelques mois de la titularisation, et quand ça se fait, ça n'a pas toujours donné satisfaction. Hein. Incroyable, enseigner est un vrai métier, pour lequel il faut être formé. C'est fou ça. Hein. Au pire, ils recrutent des animateurs, oui, c'est sûr que c'est la même chose. Hein. D'ailleurs, il y avait des gens motivés, un peu formés et prêts à l'emploi. Les candidats recalés de justesse au concours de l'an dernier, qui sont sur ce qu'on appelle une liste complémentaire. D'habitude, dès qu'il y a un souci de remplacement, hop, on les appelait. Mais là non, on préfère prendre des contractuels, d'où leur colère. Parce que oui, il y a des gens au gouvernement qui pensent que le statut de fonctionnaire c'est mal. Parce qu'après les gens ils ont pas peur de se plaindre ou de dénoncer des dysfonctionnements. Quoique, il y a un directeur à Marseille qui est en grève de la faim car il s'est fait suspendre pour des raisons un peu douteuses. Je vous ai mis la page de soutien en description. Ce qui n'empêche que le nombre de contractuels a quasi doublé au primaire pendant le quinquennat et qu'ils ont essayé de faire gérer les remplacements par une boîte privée. Bon alors déjà, que le budget de l'éducation nationale passe là-dedans, c'est moyen, et on verra d'autres exemples. Mais en plus, même si ça marchait, le manque est tel que ce ne serait qu'un pansement sur une jambe de bois. Bon, finalement, devant l'ampleur du désastre, ils ont dû mettre leur démagogie de côté et recruter ces gens sur liste complémentaire. Faut une pandémie pour qu'ils redescendent sur Terre, les mecs. Au passage, dans le secondaire, au collège et au lycée, on n'arrive même pas à trouver des profs en temps normal. Voyez ces innombrables exemples partout en France, milieu rural comme urbain. Il y a même une carte pour ça faite par les stylos rouges. Et si vous avez le malheur de cartonner un jeu télé, alors là, vos élèves ils sont sans solution. Le pire, c'est que des fois c'est même pas faute de candidat, c'est faute de budget. Même pour des terminales, ils veulent pas remplacer. Alors Blanquer essaye de vous faire gober que foutre des heures sup aux surveillants, ça constitue une solution. Mais déjà, beaucoup sont étudiants à côté et ne peuvent pas en faire, et d'autres sont tout simplement pas aptes. Alors autant vous dire que des remplaçants pour le Covid, il y en a pas eu beaucoup dans le second degré. De toute façon, les gens ne tiennent pas longtemps, ça montre à quel point le métier est devenu ingrat, mal payé et mis sous pression à cause de Blanquer. En tout cas, il y en a un qui est pas au courant. Professeurs pas remplacés, manque d'infrastructures, pas de chauffage en hiver. Les professeurs pas remplacés. Pas remplacés. C'est massif dans les écoles que Dans les écoles et surtout dans les quartiers nord. Sauf pour dire qu'il y a trop de grèves. Mais revenons à nos dédoublements, car je me suis un petit peu éloigné du sujet. On peut se demander si ça marche, si ça a été efficace, vu tout ce qu'on a sacrifié pour les faire. Pour répondre, le ministère compte sur les sacro-saintes évaluations, sauf qu'elles sont archi contestées et pour de nombreuses raisons. La première, c'est qu'elles sont absolument infâmes à faire passer. Les collègues ont l'impression que ça a été conçu loin du terrain, sans concertation, et sans tenir compte des aspects pratiques. Dans certains endroits, on a même voulu les faire passer de force, alors que les écoles étaient vides. La deuxième, c'est qu'on a des retours stipulant que les inspecteurs demandaient aux collègues de faire bachoter les élèves juste pour ça. C'est pas d'éducation ni d'instruction ça, hein. C'est du bourrage de crâne pour satisfaire l'ego du ministre. Et pire, des parents trouvent les tests des années précédentes sur le net et y entraînent les gamins. Est-ce que c'est vraiment pertinent de s'en servir comme référence? La troisième, c'est que sur les classes dédoublées, on a semble-t-il mis exprès des collègues expérimentés, à qui on a parfois bien indiqué qu'il fallait pas trop tomber malade ou enceinte. Génial, la culpabilisation gratuite dans ce métier, on avait vraiment besoin de ça. Pareil, pas d'enseignants à mi-temps pour maladie, même s'ils étaient spécialistes du niveau. Du coup, on me remonte des cas de débutantes qui se sont retrouvés avec des CM2, REP+, pas facile et blindés, ou carrément des triples niveaux, CE2, CM1, CM2 dans la même classe, ce qui est un truc assez technique. Quant aux résultats eux-mêmes, les gains sont semble-t-il plus modestes que ce que le ministre prétend. Nous avons réduit
les inégalités de résultats entre les élèves des 20% des territoires les plus défavorisés par rapport au reste des 80% de la population. Par exemple, en lecture, lorsqu'on voit ces résultats bruts, on peut se dire satisfait. Hors pandémie, l'affluence, c'est-à-dire la capacité à décoder, elle augmente et l'écart s'amoindrit avec les endroits favorisés. Mais à ne mesurer que l'affluence, c'est-à-dire le décodage. Qui sait si le texte est vraiment compris? Est-ce que c'est vraiment le seul indicateur pertinent? Il y en a qui disent que non. Et de toute façon, ça ne dure pas au CE1. Alors, vous noterez que cet article évoque le débat sur la semaine de 4 jours versus 4 jours et demi. Eh ben, je me prononce pas. C'est comme le débat sur les méthodes de lecture, ça a l'air un peu miné. Terrain glissant, attention. Je maîtrise pas, donc je vais m'abstenir de rentrer dans le fond. C'est encore plus clivant que pain au chocolat versus chocolatine le truc. Tout ce que j'ai cru comprendre, c'est que la semaine de 4 jours, on est les seuls au monde à le faire. Car ça fait économiser. C'est un ancien ministre qui le dit. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La suppression du samedi est donc de fait la semaine de 4 jours. Est-ce d'après vous une bonne mesure ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue des performances des élèves, c'est pas forcément une chose formidable. Si on se place d'un autre point de vue, qui est le point de vue budgétaire, qui peut paraître ridicule aux enseignants, mais qui n'est pas ridicule, à mon avis, en soi, parce que l'avenir des enfants, c'est aussi la dette publique qu'on laisse sur eux. Cette suppression à la fois d'heures et de postes, puisqu'en fait, derrière la suppression d'heures, même au primaire, il y a des suppressions de postes, elle est évidemment défendable. Donc... Mais 4 jours et demi, en fait, c'est mieux niveau résultat, même si Blanquer n'a pas compris ce que les chercheurs lui ont expliqué. Déjà en 2017, il était comme il est. Par contre, il a une obsession. Oh, enfin, il en a beaucoup. Il veut imposer à outrance et à l'excès le décodage syllabique pur, en fustigeant ceux qui utiliseraient la méthode globale, où les mots sont juste reconnus. Or, ces gens n'existent pas. Tous les enseignants font du décodage et l'associent à de la reconnaissance dans une méthode dite mixte. Dans l'épisode 6, je citais des études utilisées par le ministère lui-même, qui disent que ça marche tout aussi bien. Mais nous verrons qu'il aime bien se battre contre des opposants imaginaires et s'inventer des ennemis. Bref, là, il impose aux collègues une méthode qui force le décodage, puis se vante que les élèves décodent mieux. Génial. Énorme. Il s'avère que dans d'autres domaines que la lecture, c'est décevant. Il était attendu des résultats 2 fois meilleurs. Et le public visé est au final très limité, parce que 70% des élèves défavorisés, ils sont pas en REP, mais dans des écoles partout en France. D'ailleurs, l'efficience, ça se trouverait plutôt vers 18 élèves que 12. En somme, si l'intention est évidemment louable, le bilan est très mitigé au regard de ce que ça coûte à la collectivité. Pour 154 millions d'euros, il y a 2000 enfants sortis de la difficulté en maths et 3000 en français, sur 800 000. Il y avait peut-être moyen d'utiliser mieux l'argent, et c'est le Sénat, plutôt à droite, qui le dit. On a surtout l'impression que ça lui sert à faire sa com'. Et oui, le niveau remonte grâce à cela. Et les enquêtes le montrent, justement, nos évaluations le montrent. Parce que les premiers éléments nous montrent que oui, les élèves qui, par exemple, en ce moment, rentrent en CM1 ou en CM2, sont des élèves dont le niveau s'améliore. Les gens qui étudient notre énorme problème d'inégalité scolaire disent qu'en fait, ça passe beaucoup par une revalorisation du métier, et pas une obsession de la méthode. D'autant plus que... il y avait précédemment un autre dispositif. En effet, après que M. Blanquer ait lui-même supprimé 60 000 postes sous Sarko, d'autres avaient été créés, heureusement. Et notamment dans le cadre d'un dispositif appelé plus de maîtres que de classe. Par école, on mettait un professeur en plus, qui pouvait intervenir ponctuellement sur telle ou telle difficulté, faire du travail en petits groupes, et ce dans toutes les classes, pas seulement les CP, CE1. Souplesse, efficacité, simplicité, à part la coordination avec les collègues qui pouvaient de temps en temps poser des soucis, ça arrive dans tous les métiers, c'était quelque chose de très apprécié, j'ai eu quasiment que des bons retours. Et ça a fait ses preuves en termes de résultats, en tout cas en Belgique et en Scandinavie. Évidemment, ça, M. Blanquer l'a zigouillé, sans l'évaluer, juste par orgueil, pour laisser sa marque. Et il a pris sur ce vivier pour ses dédoublements, bien plus coûteux. Alors qu'un réel investissement dans l'éducation dans l'intérêt des élèves... Et qui investit dans son éducation, plus d'argent dans son éducation, dans l'intérêt des élèves. Et l'intérêt de l'élève, à l'intérêt de l'élève. Aurait pu tout simplement associer les deux, et des dédoublements en CP, CE1, et ce dispositif sur les CE2, CM1, CM2. On aurait peut-être eu des stades d'encadrement potables. Bon, c'est évidemment ce que demandaient les collègues de terrain, mais faut croire qu'il sait mieux que tout le monde. Pour eux, seule solution, réintroduire le dispositif plus de maîtres que de classes, qui permettait l'intervention de 2 instituteurs dans un même groupe avant le dédoublement. Il faut le remettre en place, il faut le diffuser le plus massivement possible parce qu'on sait que c'était un élément, c'est quelque chose qui permettait un travail collectif mais qui permettait aussi un regard différent sur les élèves et qui permettait de faire avancer les élèves. Alors d'ailleurs, ce prétendu investissement, ça n'empêche pas les fermetures de classes, parfois incompréhensibles ça et là, notamment en milieu rural, qui n'est pas exempt de difficultés, rappelons-le. En plus, les fermetures sont maquillées par de la novlangue sous forme de neutralisation pour que vous, parents, ne vous mobilisiez pas.
On assiste de plus en plus à des fermetures d'écoles entières. Enfin, sauf les petites écoles privées où il faut payer des milliers d'euros l'année, hein. Là ça ouvre, il n'y a pas de problème. On notera au passage que la première raison de la fuite des inscriptions du public vers le privé, ce sont les remplacements, soi-disant meilleurs en cas d'absence. Je n'invente pas, hein. C'est le président d'une fédération de parents, la FCPE, qui le dit. On a fait des sondages là-dessus à la FCPE dernièrement. On sait que la première des motivations des parents pour mettre les gamins dans le privé, c'est pas les questions de sécurité, c'est pas tout ça, c'est les absences non remplacées. Oh bah quel dommage d'avoir enlevé des remplaçants dans le public. Pour le privé, par contre, ces moyens ont augmenté de 8 millions d'euros. Oui, avec vos impôts, hein. C'est pas du tout une blague. Hein. À ce propos, vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises, écoutez bien. En France, l'obligation scolaire commence à 6 ans, mais 99% des enfants de 3, 4 ou 5 ans sont en fait scolarisés et vont à la maternelle. Du point de vue éducatif, il n'y avait donc aucune raison, aucune urgence à rendre l'école obligatoire à 3 ans, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi M. Blanquer l'a-t-il fait? Eh bien, pour pouvoir s'en vanter derrière et passer pour un héros de la justice sociale, sûrement un peu, mais il y a plus tordu que ça. Comme c'était pas dans l'obligation scolaire, les écoles privées devaient se débrouiller pour payer le fonctionnement de leurs écoles maternelles. Alors que pour les écoles publiques, c'est la mairie qui paye. Bah maintenant, on leur paye aussi, vu que c'est obligatoire. Montant du cadeau, 100 millions d'euros. Ah! À comparer aux 154 millions d'euros estimés pour les dédoublements décevants dont ils se vantent pourtant. Ça y est, ça a fait tilt. Vous la voyez l'entourloupe politique? On le sait proche de l'enseignement privé. Je ne peux que faire l'hypothèse que, pour leur faire plaisir et financer leur maternelle à nos frais, sans que ça fasse un scandale, l'astuce c'était de décréter l'obligation scolaire à 3 ans, même s'il n'y avait aucun besoin. Pendant ce temps, dans le public, on a toujours parfois des classes à plus de 30, et en maternelle c'est incompréhensible. Même dans un centre de loisirs, c'est un adulte pour 10. En fait, les critères d'ouverture et de fermeture des classes ont changé. C'est assez obscur, j'avoue que j'ai pas tout compris, mais en gros ça va pas dans le sens d'une ouverture. Du coup, en plus ça fait arriver davantage d'élèves avec des couches, alors qu'avant ils pouvaient rentrer un peu plus tard, ou venir seulement le matin. Désormais, comme c'est obligé, il faut faire de la paperasse à foison pour éviter ça. Tiens, en parlant de paperasse, autre chose qui a sacrément fait du mal à la profession, ce qui concerne la direction des écoles. Alors déjà, les enseignants qui sont directeurs sont censés être déchargés de certains jours de cours, pour gérer l'administratif, l'achat de matériel, les projets avec la mairie, etc. etc. Mais pour ça, il faut des remplaçants. Or, on a vu qu'il y en avait moins à cause de Blanquer. Comme pour les formations d'ailleurs. Nombre de professeurs des écoles y renoncent, et après ça chouine en haut lieu, parce que soi-disant, on modifie pas nos pratiques. En outre, des secrétaires pouvaient les soulager de certaines tâches. Et même si c'était pas parfait, parce qu'il s'agissait d'emplois précaires, eh ben ça a été supprimé. Faut savoir que la direction d'école, c'est un métier très compliqué. Pour preuve, chaque année à la rentrée, environ 15% des écoles n'ont pas de directeur, parce que personne ne veut le faire. Ils subissent des violences et des insultes régulièrement. Et je suis obligé ici d'évoquer le suicide de Madame Renon, directrice d'école en Seine-Saint-Denis, sur son lieu de travail en septembre 2019. Elle a carrément signé sa lettre par un directrice épuisé. Ça n'a pas eu un très fort retentissement dans les médias, mais de notre côté, ça a autant choqué que l'assassinat de Samuel Paty. Côté ministère, par contre, il a été décidé que les directeurs qui sont allés lui rendre hommage auraient une retenue sur salaire, et le numéro 2 du ministère a comparé ça à une chute dans les escaliers, donc bon. 2 ans plus tard, une loi sur les directeurs d'école, appelée loi Rilhac, est passée au Sénat. La logique, le bon sens, voudrait que suite à ce drame, et devant les constats alarmistes dressés par les gens de terrain, cette loi leur donne plus de moyens, plus de sous, et plus de décharges. La réponse est oui, évidemment. Eh bah raté. Elle leur donne plus de responsabilité. Et sans vrais moyens. Ni meilleure indemnité. Au lieu d'enlever des problèmes, elle en rajoute. Quelques simplifications tout au plus, mais ça reste nettement insuffisant, même d'après un étrange syndicat de directeurs, peu représentatif, et monté par un militant LREM, c'est dire. Par exemple, les secrétaires dont je parlais. Alors que ça devrait être obligatoire, quitte à les partager entre écoles. Eh bien, c'est avec les communes qu'il faut négocier. Or, leurs finances sont asphyxiées par le gouvernement, donc elles vont pas pouvoir donner du tout. Surtout si elles doivent payer pour les maternelles du privé. Voyez ici, les heures d'aide aux devoirs ont été divisées par 4, et là, des parents protestent contre la diminution des crédits alloués. Le seul but de cette loi, ça a l'air d'être de préparer à une autorité hiérarchique une caporalisation, une pression, dont les directeurs eux-mêmes ne veulent pas. Dans les enquêtes, ils sont 60% à demander plus de moyens et une meilleure indemnité, et 64% contre la loi. Pire, 89% ne souhaitent pas avoir un vrai statut de directeur d'établissement. Et ben voilà, encore un exemple de méforme qui ne vient pas du terrain,
mais d'une idéologie nauséabonde dont le seul but est de préparer à pire et qu'on a fait passer lâchement avec des mensonges. C'était pareil pour la réforme ubuesque, incompréhensible et injustifiée des concours de profs. Elle ne vise qu'à leur suppression et donc à la suppression du statut. Pour que encore moins de gens deviennent profs, hein. C'est vrai qu'on n'en manque pas déjà assez quoi. Pareil aussi pour la réforme du lycée, dont le seul but était de blinder les classes à 35 et de supprimer des postes. J'ai retrouvé cet article de 2018, donc bien avant la réforme, qui est écrit noir sur blanc. Toutes les pseudo-consultations de Blanquer et ses beaux discours de liberté, c'était du bidon. Le pire, c'est que là, il devait être écrit dans la loi que l'autorité des directeurs ne serait pas hiérarchique et que l'aide administrative de l'État serait obligatoire. Mais ça a été retiré au dernier moment. Pour avoir vu de mes yeux toutes les escroqueries de la réforme du lycée, je vous le dis, hein, et tous les syndicats aussi, c'est un cheval de Troie qui prépare le terrain pour ensuite casser le métier. Et derrière, soyez sûr que la libéralisation et la privatisation arrivent alors qu'elles ont été des désastres en Suède. Le verre est dans le fruit, ils sont en train de nous entuber comme ils ont entubé le monde médical il y a 20 ans. Et comme de par hasard, on parle de tester à Marseille des directeurs qui recrutent leurs collègues autour d'un soi-disant projet. Surprenant. Pour une cinquantaine d'endroits, on va lancer des appels à projets et proposer de travailler différemment. Et donc ça va représenter des opportunités sans doute d'affectation pour ceux qui ont envie de relever des défis. Ça va être l'occasion de mettre un peu de moyens en plus pour aider à avoir des projets collectifs. Donc si vous voulez, tout ça n'est pas fait pour embêter qui que ce soit, c'est fait tout simplement pour avoir des projets qui fonctionnent sur une base d'équipe. Au fond, ce qui se joue derrière ça, comme d'ailleurs beaucoup d'enjeux de l'éducation nationale, c'est comment on augmente l'esprit d'équipe. Au contraire, en ce moment, je sens un très fort esprit d'équipe dans l'éducation nationale. Bon, il est contre la politique d'une certaine personne, mais c'est déjà ça. Il a réussi à recréer du collectif. Notons que ces histoires de recrutement, ça a plus ou moins été déjà tenté par Blanquer lui-même il y a 15 ans, et ça n'a pas marché. Mais il retient pas les leçons, il apprend pas de ses erreurs. Dommage vu toutes celles qu'il fait. Bon allez, on va résumer. Alors, le dédoublement des CP CE1 en zone d'éducation prioritaire, qu'il ne cesse de vanter comme sa grande mesure sociale. Dédoublement des classes, c'est la mesure la plus sociale que vous puissiez imaginer. C'est du volontarisme social. Donne en fait des résultats bien en deçà des attentes. C'est pas moi qui le dis, c'est le Sénat et les chercheurs qui sont experts dans le domaine. Oh merde! Oh, c'est con ça! Problème! Pour les dédoubler, il a fallu vider le vivier de remplaçants, surcharger les collègues débutants et supprimer les dispositifs d'aide qui existaient déjà et qui marchaient. Bah oui, quand on crée 7000 postes pour les dédoublements alors qu'il en faut 15 000, forcément faut les prendre ailleurs. Les calculs sont pas bons, Kevin. S'il avait vraiment voulu investir plus dans son éducation, il aurait ajouté ces dédoublements au reste. Et surtout, il aurait mieux payé les collègues qui sont les plus sous-payés de toute l'éducation nationale. Sachant qu'il a continué à arroser ses petits copains d'enseignement privé, plus 100 millions d'euros en douce pour leur maternelle et 8 millions d'euros pour leurs remplaçants. C'est vachement social tout ça, dis donc. Et alors le coup de grâce, il a fait passer une loi visant à soumettre les enseignants aux directeurs d'école, dont les directeurs eux-mêmes ne veulent pas, parce qu'ils sont déjà écœurés par le manque de moyens et de reconnaissance. Mais quel beau bilan! C'est nul!